Bonjour à tous et bienvenue dans cette réunion de présentation du master droit des affaires et fiscalité DJCE. Donc je suis Florence Desboissy, professeure à l'Université de Bordeaux et va animer avec moi cette réunion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez... Oui, on vous entend. D'accord, très bien, j'ai eu un petit moment de doute, excusez-moi. Donc, je vous présente également Philippe Oudenot, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, et nous sommes tous les deux co-responsables du DJCE. Alors, nous allons commencer par vous présenter de façon générale la première année et la deuxième année de ce parcours. Suite à quoi Philippe Oudenot vous parlera de tout l'aspect professionnalisation, apprentissage, débouché, parce que vous le verrez, c'est un master très professionnalisant, dans le bon sens du terme. Et puis, nous vous dirons ensuite quelques mots sur la procédure de sélection. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat, si possible, en suivant un petit peu ce qu'on est en train de dire. Et de toute façon, on reprendra toutes les questions. Alors, s'agissant donc de ce parcours, il est organisé classiquement en 2 années. La première année, Master 1, la deuxième année, Master 2. Alors, la première année de Master 1 est assez conforme à ce que vous avez connu en licence. C'est une année organisée autour de 2 semestres, avec des examens à la fin de chacun des semestres, avec cette particularité à Bordeaux qu'on a beaucoup en Master 1, beaucoup de cours mutualisés. Autrement dit, il y a beaucoup d'enseignements que vous ne suivrez pas tout seul, mais que vous suivrez avec d'autres parcours de la mention droit des affaires. C'était vraiment un choix de toute l'équipe bordelaise de se dire que la spécialisation doit intervenir en seconde année. Et la première année, c'est quand même une année de tronc commun, parce que pour être un bon spécialiste, eh bien, il y a toute une série de matières qu'il faut avoir eues dès la première année. Donc, beaucoup de cours mutualisés, ce qui fait que vous vous retrouverez dans des amphis, dans un schéma assez classique par rapport à celui de la licence. Alors, cette année de Master 1, on a quand même évidemment, quand on a construit cette maquette, prédéterminé les matières qui, pour vous, étaient tout à fait essentielles dans la perspective de ce parcours, parce que le Master droit des affaires et fiscalité DJCE, c'est un master généraliste en droit des affaires. C'est-à-dire que vous êtes amené à être spécialiste, en fait, à être bon dans à peu près toutes les branches du droit des affaires. Alors du coup, parce que c'est vraiment juriste d'entreprise, donc ça couvre tout le champ du droit des affaires. En Master 1, vous aurez 2 matières ATD qui sont le droit commercial, le droit bancaire et les procédures collectives, et le droit fiscal. Vous aurez ensuite, alors ça, je vous invite à regarder plus précisément sur la plaquette qui est disponible sur le site de la faculté de droit. Vous aurez donc des matières obligatoires. Ces matières obligatoires, c'est tout semestre confondu, le droit spécial des sociétés, le droit international privé général, la comptabilité et le droit de la distribution. Et vous aurez en revanche un choix d'options entre droit patrimonial de la famille, droit des contrats commerciaux, droit du commerce international, droit pénal de l'entreprise, droit de la propriété industrielle, droit de la concurrence. Donc voilà pour votre année de M1. Alors il y aura quand même une petite spécificité par rapport à la L3, c'est qu'en M1, même si les cours sont mutualisés, vous aurez quand même un petit aspect professionnalisant puisque vous serez invité à des conférences que nous mettons en place sous l'égide, peu importe, de la chaire droit des affaires et fiscalité, on vous en reparlera l'année prochaine, donc des conférences professionnalisantes, on va vous organiser des ateliers professionnels, par exemple sur la digitalisation des professions juridiques, et vous aurez aussi un séminaire d'aide au recrutement, c'est-à-dire CV par un professionnel, un avocat d'un très très gros cabinet de la région, donc pour vous apprendre à rédiger les CV, les lettres de motivation. Et puis, dans la perspective de l'apprentissage qui aura lieu en Master 2, et dont Philippe Oudenot vous parlera juste après, vous aurez aussi beaucoup de réunions avec nous. On va vous expliquer l'offre d'apprentissage, comment faire des CV, on vous expliquera la préparation pour le barreau. Voilà, donc il y aura beaucoup de réunions, de temps personnel avec nous deux pour vous expliquer un certain nombre de choses. Et notre but, c'est que dès l'année de Master 1, il y ait un esprit promotion, c'est-à-dire que les étudiants se connaissent, travaillent ensemble et des temps d'échange privilégiés avec nous.
Donc voilà pour le programme de la première année. La spécificité, donc la spécialisation, intervient surtout, je viens de le dire, en Master 2. Et alors, en Master 2, la particularité du DJCE, c'est que vous avez finalement un triple diplôme. Vous avez d'une part un Master 2, droit des affaires et fiscalité. S'y ajoute ce qu'on appelle un diplôme d'université, qui est le DU DJCE. Je vous expliquerai ensuite le contenu de chacun. Et puis ensuite, vous avez un troisième diplôme qui est le certificat, puisque quand on est en Master 2 DJCE, le mois de juin se passe à Montpellier avec tous les étudiants des DJCE de France, donc pendant le mois de juin à Montpellier, où vous suivez des cours et à l'issue de ces cours, bien, vous passez un oral de certification dans différentes branches. Alors par exemple, ça peut être en fiscalité, en droit des sociétés, en droit social, en propriété intellectuelle et en droit international de mémoire. Donc, vous avez finalement 3 diplômes en un. Votre Master 2, le diplôme d'université des JCE et ce certificat de spécialisation fait à Montpellier. Alors, s'agissant du programme, du menu bordelais, là aussi, je ne vais pas reprendre toute la maquette, mais vous aurez tout de même, on peut en parler, des enseignements en société, fiscalité, contrat d'affaires, comptabilité, gestion financière, anglais, donc tout ce qui est indispensable pour être un bon spécialiste de droit des affaires. Et puis, donc ça, c'est le M2 proprement dit. Vous avez ensuite le DU-DJCE qui est divisé en plusieurs spécialités. Donc, vous avez un module ingénierie sociétaire, un module technique contractuelle, un module fiscalité approfondie, un module droit social et un module droit du financement et des garanties. Donc, vous le voyez, c'est un programme très complet et l'idée, c'est de former d'excellents spécialistes en droit des affaires qui, sur cette base, vont ensuite se spécialiser. Donc, Philippe Houdenot vous parlera des débouchés, mais on a beaucoup d'étudiants qui se spécialisent ensuite en fiscalité ou en droit des sociétés ou en contentieux d'affaires ou plus marginalement en droit social, mais ça arrive, ou en droit des contrats d'affaires. Donc, c'est vraiment la force et la richesse de ce programme de DJCE. Alors, si vous n'avez pas de questions particulières sur le contenu des maquettes et des enseignements, je vais laisser la parole à Philippe Houdenot, qui va vous parler de tout l'aspect professionnalisant, alors, en se concentrant sur le Master 2. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, le DJCE, d'une manière générale, a un caractère très professionnalisant et notamment à Bordeaux, du fait de la mise en place de contrats d'apprentissage depuis cette année. Alors, si je reprends un petit peu dans l'ordre, quels sont les traits de caractère professionnalisant? Premièrement, l'apprentissage. L'apprentissage, ça se déroule comment? Eh bien, en fait, vous allez avoir des périodes qui vont être des périodes de cours à la fac, et puis des périodes où vous serez dans un milieu professionnel, alors que ce soit des avocats, des entreprises, ça peut être expert comptable, mais essentiellement avocats ou entreprises. Et comment ça se découpe dans le temps? Eh bien, vous allez commencer les cours en M2 en début septembre jusqu'à fin novembre, vous serez à l'université. Et ensuite, décembre, janvier, février, vous serez en entreprise, cabinet ou administration. Vous revenez au mois de mars et jusqu'à fin mai à l'université. Et comme vous l'a dit Florence, au mois de juin, vous allez passer un mois à Montpellier en vue d'essayer d'obtenir le certificat de spécialisation. Et ce n'est pas une simple formalité que d'obtenir le certificat au demeurant. Et juillet, vous repartez dans le milieu professionnel, la même entreprise, le même cabinet ou la même administration, donc avec les mêmes personnes que vous aurez déjà connues pendant 3 mois. Et là, vous faites juillet, août, septembre de manière obligatoire, mais vous pouvez prolonger l'expérience dans le milieu professionnel jusqu'à fin décembre. De sorte qu'au minimum, vous avez 6 mois
Dans une entreprise, un cabinet ou une administration, voire 9 mois, si vous décidez et l'employeur est OK, évidemment, pour vous prolonger. Alors, ça, c'est un point extrêmement important et on a eu des réunions, Florence et moi, avec les apprentis, qu'on appelle comme ça, les apprentis, et qui sont ravis parce que c'est la mise en pratique et c'est une véritable incubation dans le monde de l'entreprise ou des avocats. Et là, on n'est plus en train de faire des cas théoriques, etc. Bon, donc ça, c'est le premier point qui vraiment est très, 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 très important. Le second point, c'est par rapport au caractère professionnalisant, c'est les intervenants de professionnels, que ce soit avocats ou directeurs fiscaux ou juridiques. Alors, ça se remarque à deux titres. D'une part, par le nombre d'interventions, qui est extrêmement important, de professionnels, de sorte qu'on n'arrive même plus à caser tout le monde. On a des problèmes dans le temps. Et d'autre part, par la qualité des intervenants. Qualité des intervenants, parce que vous avez des cabinets d'avocats extrêmement réputés qui envoient certains de leurs membres pour faire une intervention. Idem pour l'administration fiscale, et on a des gens de Bercy qui viennent. Idem pour des grands groupes d'entreprises. Et ça donne lieu, ces interventions, généralement, à des cas pratiques qui doivent être préparés à l'avance et par petits groupes. Donc, quand on vous parle d'esprit d'équipe, c'est quand même fondamental. Mais ça, je pense que c'est très important pour s'insérer dans la vie active parce que, effectivement, on ne travaille plus tout seul dans son coin. L'avocat qui travaillait tout seul dans son coin, c'était sans doute vrai en 1950, mais ça ne l'est plus à notre ère. Donc, de sorte qu'il y a ce qu'on appelle des tax games, des legal games, où effectivement, il faut préparer à l'avance des cas et puis essayer d'évoquer, de trouver des solutions. Et donc, ça donne lieu à un paquet d'échanges et de travail. Et puis, j'allais dire, c'est un peu la conséquence. La conséquence de tout cela, c'est que les étudiants des JCE, que je synthétise en disant des JCE, mais ont la chance d'avoir beaucoup de débouchés et de ne pas avoir de problème pour trouver du travail. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû, effectivement, en premier lieu, au fait que le diplôme des JCE, c'est un diplôme reconnu par les grands cabinets et grandes entreprises sur le plan national. Et donc ça, évidemment, la notion d'esprit de corps joue beaucoup. La notion d'esprit de corps joue beaucoup. Et c'est vrai que quand j'étais petit, très petit, j'étais chez Francis Lefebvre, qui est un gros cabinet d'avocats d'affaires. Et c'est vrai que quand vous avez vous-même fait le DJCE, vous avez tendance à privilégier quelque part, parce qu'on se rappelle tous des souvenirs à Montpellier, etc., cette formation. Donc, à qualité égale, c'est vrai que ça joue. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les cabinets, quand ils envoient des personnes, et je suis bien placé pour avoir fait l'expérience, vous faites une intervention au DJCE de Bordeaux. Vous allez effectivement peut-être repérer une ou deux personnes qui pourraient avoir le profil pour votre cabinet. Et donc, évidemment, on va être ensuite tenté de recruter plus facilement ces personnes parce qu'on l'a vu lors d'une journée, etc. On a pu discuter avec la personne au vent, etc. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de problème de débouchés. Alors, ces débouchés, de quelle nature sont-ils? Ils sont variés. Alors, effectivement, à Bordeaux, mais ça, on reconnaît la patte de Florence de Boissy, évidemment, en fiscal, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont devenir fiscalistes en cabinet ou dans des groupes. Alors, ça s'explique, et d'ailleurs, je tiens à expliquer un point, c'est que effectivement, c'est une formation généraliste, mais pour faire du fiscal, et je ne pense pas que ce soit Florence qui va me démentir pour le coup, il est important d'avoir de solides connaissances
dans les autres branches du droit. Le fiscal, ce n'est pas faire plus-moins. Hein. Donc, ce n'est pas des chiffres, c'est avant tout du raisonnement juridique et qui va s'appuyer d'ailleurs sur d'autres branches du droit. Bon. Alors, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que, et c'est pareil pour les autres branches du droit, vous ne pouvez pas faire de droit des sociétés, devenir spécialiste de droit des sociétés si vous ne connaissez pas le régime fiscal des fusions. Bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les débouchés, ensuite, c'est soit fiscal, soit droit des sociétés, un peu moins en droit social, mais vous avez des personnes qui font droit de la propriété industrielle dans les grands cabinets, encore cette année, etc., d'où fiscalité internationale. Donc, les débouchés sont vraiment variés et ça va des avocats dans la région Nouvelle-Aquitaine aux avocats dans les grands cabinets parisiens. Et puis, idem pour les entreprises. Ça va être des entreprises plus ou moins importantes qui seront à Paris, Île-de-France, ou alors plutôt dans la région bordelaise. Donc, voilà ce que je voulais dire, en tout cas, sur ce caractère très professionnalisant. Merci beaucoup, Philippe. Et simplement pour appuyer ton propos, c'est vrai que nous avons la chance que le DJCE de Bordeaux est une... Alors, ça ne fait pas très modeste de le dire, mais c'est quand même un constat, et a vraiment une très, très bonne réputation. Alors, et ça tient avant tout à la qualité de nos étudiants, parce que ce DJCE existe maintenant depuis 12-13 ans. Et comme on a eu la chance de recruter de très bons étudiants qui en plus avaient une très bonne mentalité, qui se sont bien intégrés dans les équipes, ce sont les meilleurs ambassadeurs du DJCE de Bordeaux. Et du coup, c'est vrai que le DJCE, grâce à tous ces étudiants, donc, a vraiment une bonne réputation et les gens savent aujourd'hui que si on prend quelqu'un du DJCE de Bordeaux, a priori, il sera bon en droit des affaires, il sera solide dans tous les aspects essentiels du droit des affaires, société, contrat d'affaires, fiscalité, pour s'en tenir aux trois principales branches. Et on a vraiment eu de très bons retours. Donc, vous savez que le diplôme était ouvert cette année en apprentissage. On a casé à peu près tous les étudiants et ceux qui n'ont pas eu de contrat d'apprentissage, c'est que c'était très marginal, c'était pour des raisons très particulières, mais bon, ils ont trouvé aussi des stages dans des cabinets prestigieux, donc ça ne posait pas un problème. Et nous avons vraiment des retours excellents, ce qui fait que pour l'instant, tous les cabinets ou administrations ou groupes qui nous ont pris des étudiants en apprentissage cette année sont partants pour reprendre des étudiants l'année prochaine. Donc, ça veut dire que vous allez arriver dans 2 ans, vous bénéficierez, ce sera la 3e année d'apprentissage, et vous bénéficierez aussi du fait que vos prédécesseurs ont été d'excellents ambassadeurs, parce que tous les retours qu'on a des cabinets, et en plus on est allé les voir un par un, hein, donc là, je vous dis ça s'appuie vraiment sur de l'observation de terrain. Ils nous ont tous dit, vos étudiants, ils sont hyper bien formés, et puis en plus, vos étudiants, ils sont polis, ils connaissent les codes, ils sont agréables, ils savent travailler en équipe. Et le comportement aujourd'hui, pour les entreprises, pour les cabinets, c'est devenu quelque chose de très important. Ils ne veulent pas simplement des bons juristes fiscalistes, ils veulent aussi des étudiants qui ont une bonne mentalité, parce que ce sont des gens qui devront travailler dans des équipes. Et ça, c'est quelque chose auquel nous sommes très sensibles avec Philippe. Donc, si vous venez chez nous, l'idée, c'est de travailler dans des promotions soudées, qui s'entraînent, dans lesquelles il y a beaucoup de solidarité. C'est sûr qu'on est très exigeant et vos employeurs seront exigeants. Bon, enfin, c'est normal, hein, mais en contrepartie, il y aura beaucoup de solidarité entre vous et vous pourrez toujours compter sur nous parce que c'est vrai qu'avec Philippe, nous sommes très investis au service de nos étudiants. On n'hésite pas à leur consacrer du temps individuellement si c'est nécessaire, à les recevoir, à les aiguiller, à leur expliquer, à les suivre. Et pour ça, c'est vraiment une particularité de ce diplôme sur lesquels on voulait insister aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Vous pouvez les poser par oral ou par le chat sur les aspects débouchés, sur les aspects maquettes, sur les aspects professionnalisants. Ou bien est-ce que tout était clair? On va attendre 2 minutes, voir s'il y a on va attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions. N'hésitez pas, hein, en général, dans les réunions, il y a plein de questions, donc ce ne serait pas très bon signe. Si on n'avait aucune question aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de questions? N'hésitez pas, hein, toutes les questions sont bienvenues. Je peux peut-être ajouter, Florence, sur l'aspect apprentissage, c'est qu'effectivement, du côté des étudiants, il y a un aspect financier qui n'est pas négligeable, hein, puisque quand vous êtes en apprentissage, vous recevez une rémunération, y compris pour les mois que vous passez à la fac, hein,
un peu légèrement inférieur à 1 000 euros par mois. Et donc, évidemment, ce n'est pas négligeable du tout. Alors, ça permet effectivement de... Enfin, voilà. Donc, c'est un point important. Oui, c'est un point tout à fait essentiel, hein. Et le rythme d'apprentissage que nous avons retenu, 3 mois à la fac, 3 mois en entreprise, porte ses fruits parce que les étudiants, quand ils sont à la fac, ben, ils sont vraiment à la fac, et quand ils sont en entreprise, ils sont vraiment en entreprise. Et tous les retours, parce que c'est assez original, hein, par rapport aux autres diplômes qui fonctionnent en apprentissage, et tous les retours qu'on a pour l'instant des cabinets ou entreprises qui nous ont pris des apprentis, eh ben, ils nous disent ça fonctionne très bien, on est très content, et à la rigueur, ça marche mieux que les personnes qui sont là une semaine sur deux, ou une demi-journée sur deux, ou 2 jours par semaine, parce que du coup, l'étudiant, il ne sait plus trop où il est au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué de tout gérer en même temps, alors que là, puis en plus pour les employeurs, bah, vous êtes là, ils ne sont pas obligés de réfléchir, parce qu'il y a quand même des questions de suivi de dossier, de suivi d'aspects, de réunions et autres, où il faut être immergé totalement pendant les périodes où vous êtes en entreprise. Et quand vous êtes à la fac, vous êtes immergé totalement, c'est-à-dire qu'on vous fait travailler, réfléchir, et du coup, vous n'êtes pas déconcentré par tous les dossiers sur lesquels vous pourriez être amené à intervenir. Donc finalement, on a un peu de l'autocongratulation, mais c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à ça et que ça marche, on l'a mis en place, c'était assez nouveau. On est très content de voir que pour l'instant, ça fonctionne. Et encore une fois, ce réseau qu'on avait, nous, à titre personnel, parce qu'on a quand même, avec Philippe Oudenow, un gros réseau professionnel, plus les réseaux d'anciens, plus tous ces cabinets qui nous ont pris des apprentis, fait qu'on n'est pas du tout inquiet pour les années à venir, pour que tous nos étudiants aient des contrats d'apprentissage, mais aussi d'excellents contrats d'apprentissage dans des très bonnes structures. Parce que vous pouvez avoir des contrats d'apprentissage dans une structure où il ne se passe pas grand-chose, où on vous exploite, où on ne vous fait rien faire, à l'inverse. Là, ce n'est pas du tout le cas, hein, donc ce sera évidemment très formateur. Et c'est vrai qu'en sortant d'un diplôme, quand vous avez autant d'expérience professionnelle, bah, vous avez évidemment une plus-value par rapport à des étudiants qui n'ont fait que 2 ou 3 mois de stage, même 4 mois de stage. Donc ça, c'est un vrai plus. Alors, puisque vous n'avez pas d'autres questions, on est un petit peu étonné, mais enfin bon, peut-être que vous les réservez pour la fin, et en tout cas, on le souhaite. Ah, alors, enfin, merci. Une question. Bonjour, combien d'étudiants peuvent être acceptés dans ce master l'année prochaine? Merci pour cette question qui, en fait, en plus, va faire la transition avec le point suivant. Alors, la capacité d'accueil de ce master est de 27. Même si cette année, on n'était pas monté jusqu'à 27, parce que comme c'était l'apprentissage, on voulait voir un petit peu comment ça se passait. La capacité d'accueil, c'est 27. Il y a à la fois une sélection locale et une sélection nationale. Alors, la sélection locale, pourquoi? C'est parce que traditionnellement, les étudiants doivent postuler, comment dire, on prend à la sélection que ceux qui viennent de Bordeaux. Donc, on fait une première sélection avec les étudiants bordelais où on ne prend aucun étudiant extérieur. Et les étudiants extérieurs, ils candidatent via une sélection nationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure. Donc, ça veut dire qu'on regarde déjà les bons dossiers bordelais. Donc, ça veut dire que les candidats locaux ont quand même une prime en ce sens que si vous venez de Bordeaux et que vous avez un bon dossier, on vous prendra sans aucune difficulté. Et puis, on complétera ensuite avec la sélection nationale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bon dossier? Un bon dossier, d'abord, on va regarder les résultats de L2 et le premier semestre de L3, sachant qu'on procède à une sélection en 2 temps. Je vais peut-être commencer par là. D'abord, une sélection sur dossier, puis ensuite, on convoque des étudiants pour l'entretien, à la fois pour la sélection locale et pour la sélection nationale. La première sélection qu'on fait sur dossier, on s'attache à plusieurs choses. On s'attache d'abord à vos résultats académiques. Et pour ça, on va regarder vos mentions, mais pas que. Alors, on regarde les mentions. C'est sûr que si vous avez eu des mentions tous les ans, vous êtes plutôt en bonne position pour être accepté, hein. Voilà. Si vous n'avez pas eu... Alors, mais on ne regarde pas que les mentions. Pourquoi? Parce que comme il y a eu avec le Covid une multiplication des QCM, on se rend compte qu'il y a beaucoup de matières, de petites matières, où tout le monde a 19 ou 20. Alors, quand vous avez 20 dans une petite matière, ça fait évidemment monter les moyennes, donc du coup, les résultats sont meilleurs. Donc, du coup, on regarde quand même ça, hein, parce qu'un vrai oral, c'est rare que vous ayez 19 ou 20, même si vous êtes très bon. Alors qu'un QCM où tout le monde a 20, ça fausse un peu les moyennes. Donc, du coup, on regarde, donc évidemment, ces petites matières, comme on dit, enfin, ces matières qui ne sont pas ATD, mais on va regarder aussi les notes dans les matières ATD.
qui pour nous sont très importantes. Et on va regarder aussi vos notes de TD, parce que vous pouvez très bien avoir une mauvaise note à l'écrit, et si vous avez une excellente note en TD, bah, on va se dire, oui, bah, peut-être qu'il s'est craché, qu'il a stressé, ça peut arriver, ça nous est tous arrivé d'avoir une mauvaise note à un écrit, mais si en face, il y a une très bonne note en TD, puisque les notes de TD sont assez fiables, hein, il y a quand même du contrôle continu, voilà, donc on tient compte de tout ça, donc on essaie d'avoir une lecture intelligente des dossiers, donc évidemment, on va s'attacher aux moyennes générales, mais pas que. On a d'excellents étudiants qui, une année, n'ont pas eu de mention, mais qui en L3 ont eu d'excellents résultats. Donc on regarde aussi la capacité de progression, parce que vous pouvez avoir eu et c'est très fréquent, des problèmes de santé, vous pouvez avoir eu des problèmes familiaux, vous pouvez avoir une année où vous n'avez pas beaucoup bossé, alors c'est surtout les garçons statistiquement parlant, hein, c'est pas du tout les, voilà, si on regarde les dossiers, puis finalement vous vous réveillez en L3 et vous avez un très bon L3. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'endroit, le moment où vous arrivez. Donc je dirais, soit c'est un dossier linéaire à 12 et si possible plus de 12, bah, c'est très bien, soit c'est un dossier en progression. Donc on essaie de voir à la fois, c'est fin, hein, on essaie de voir à la fois le potentiel et puis la progression. Dans votre lettre de motivation, on en reparlera après, mais il faut vous nous expliquer s'il y a des éléments qui peuvent expliquer les résultats certaines années, hein, parce que c'est très important. Avec le Covid, il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes de santé, des problèmes de décrochage et autres. Donc tout ça, on essaie d'en tenir compte. Mais l'idée quand même pour nous, c'est évidemment de sélectionner de bons étudiants, tout simplement parce que c'est un diplôme exigeant, où il y a une forte capacité, il faut être vraiment capable d'une grosse capacité de travail, de concentration, des facultés d'analyse, etc. Donc l'idée, c'est qu'il faut quand même avoir le potentiel pour s'en sortir, hein. Donc quand on est sur la première phase d'examen des dossiers, on regarde tout ça. On regarde aussi vos stages et expériences professionnelles. Alors, sachant que si vous n'avez pas de stage ou d'expérience professionnelle, ce n'est pas rédhibitoire, hein. Vous n'êtes qu'en L3, vous aurez le temps de faire des stages, et voilà, notamment en M1, en M2, en plus avec l'apprentissage. Donc, du coup, alors bien sûr, si vous avez fait des stages, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément une condition nécessaire. Et même si vous n'avez pas fait de stage, si vous avez une expérience professionnelle, un job d'été ou un job pendant l'année, mettez-le. Parce que, et là, Philippe sera d'accord avec moi, en tant que Philippe a recruté des tas de gens dans son groupe pendant des années. Hein, donc, quelqu'un qui a travaillé l'été ou qui travaille pendant l'année, bah, ça veut dire c'est quelqu'un qui a une première expérience dans le monde du travail, qui a été capable de s'intégrer, qui est courageux et autres. Donc, évidemment, ça, il faut le mettre, hein. Il faut en faire état. On regardera votre niveau d'anglais, mais là, c'est pareil. L'idée, c'est que vous soyez excellent en anglais quand vous sortez du M2. Alors, si vous avez des TOEIC, des TOEFL, évidemment, indiquez-le, hein. Si vous avez beaucoup voyagé à l'étranger, indiquez-le. C'est mieux, mais là aussi, ce n'est pas forcément nécessaire parce que notre but, ce n'est pas que vous ayez tout quand vous arrivez chez nous, mais c'est que vous ayez tout quand vous sortez. Alors, si vous avez déjà tout, pour nous, c'est génial, comme ça, on pourra se rouler les pouces et vous regarder pendant 2 ans sans rien faire avec Philippe. Mais si vous n'avez pas tout, ce qui est quand même souvent le cas, ben voilà, l'idée, c'est qu'au bout des 2 ans, quand vous sortez de chez nous, vous avez une forte expérience professionnelle et vous êtes incollable, vous êtes capable de vous exprimer à l'oral et à l'écrit en anglais. Donc ça, c'est la phase donc des dossiers. Et pour ça, vous devez remplir une lettre de motivation. Alors Philippe, je te laisse lire les questions parce qu'elles sont très longues, hein. Moi, j'ai pas trop, je ne peux pas les lire en même temps que je parle, et comme ça, tu pourras les reprendre dès que j'aurai terminé. Donc, un CV, lettre de motivation. Le CV, soyez sobre, faites quelque chose de sobre. Il ne faut pas que ça ressemble à une pub pour Jiffy. Alors, mettez pas des étoiles, des couleurs, des trucs dans tous les sens. Soyez sobre, faites simple, hein. Il peut y avoir une première colonne avec l'identité, niveau d'anglais, le permis, tout ce que vous voulez, une photo, des photos professionnelles, hein. On ne veut pas les photos profil Facebook, voilà, hein. Vous n'êtes pas là pour animer un blog, hein. Vous êtes là pour convaincre. Mettez-vous dans une posture professionnelle. Imaginez que nous sommes de futurs recruteurs. Donc ça veut dire tenue professionnelle, ça veut dire costume, cravate, tailleur pour les filles, enfin en tout cas veste, chemisier ou tout ce que vous voulez qui fasse professionnel, avec un fond qui soit professionnel, hein, pas de photo en extérieur ou dans votre cuisine avec le bocal de cornichons juste derrière vous, hein. Donc voilà, entraînez-vous, photo professionnelle. Alors, si votre CV ne ressemble à rien, c'est pas pour ça qu'on vous écartera. On se dira juste, oh là là, on va avoir du boulot pour leur expliquer comment faire. Mais plus le CV est bien, mieux c'est pour vous. Mettez toutes les chances de votre côté. Et n'hésitez pas à faire relire votre CV. Il y a forcément des gens autour de vous, voilà, que ce soit dans vos amis, dans des anciens étudiants, dans vos proches, dans votre famille, dans vos relations. Quelqu'un qui peut relire le CV et dire, voilà, dire ce qu'il en pense.
On peut vous conseiller très simplement de faire un CV en 3 parties. Première partie, diplôme universitaire. Donc, vous commencez par le plus récent et vous vous arrêtez au bac. Hein, vos résultats en maternelle, on pourra peut-être s'en dispenser. Vous mettez bien sûr les mentions. Vous pouvez mettre aussi les moyennes générales et votre rang de classement à la fac. Hein, ça nous fera gagner du temps, même si après on va vérifier tous les PV. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir une vision globale. Vous pouvez ensuite avoir quelque chose sur vos expériences professionnelles, hein, donc tout ce qui est stage, job, etc. Puis ensuite, une rubrique, vous l'appelez comme vous voulez, divers, où vous pouvez mettre vos engagements associatifs, le sport, votre niveau en langue, les séjours à l'étranger. Ne mettez que des choses utiles. Hein. Si vous avez fait du badminton en 3e, bah, c'est super, mais ouais, so what, hein. Donc, mettez des choses pertinentes qui révèlent chez vous un vrai engagement, une vraie passion. Voilà, vraiment une marque de... si vous avez fait des choses très fortes en sport, en art, en danse, en tout ce que vous voulez, ou beaucoup voyagé, hein. Si vous êtes allé 3 jours en Grèce avec vos parents quand vous aviez 5 ans, ça vous intéresse moyennement. Vous avez passé 3 mois pour travailler au pair en Irlande ou dans un pub, là, ça nous intéresse. Hein. Donc, essayez de réfléchir un peu à ce qui peut être utile pour vous pour qu'on puisse bien vous comprendre. S'y ajoute une lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est pareil. Il faut qu'elle soit tapée à la machine, à l'ordinateur, pardon, sobre, un recto. Soyez synthétique. S'il y a 3 pages, on n'aura pas le temps de lire. Hein, donc, ça doit tenir une page. C'est pas compliqué. Il faut que vous expliquiez ce que vous avez fait avant, ce que vous voulez faire après, si vous en avez une idée, ou en tout cas, et comment ce master s'articule dans tout ça. Pourquoi vous voulez faire ce master et quelle est la cohérence un petit peu de ça. Alors, n'en faites pas des tonnes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet professionnel très précis, vous n'êtes qu'en L3, ça aura le temps de se décider, mais nous, ce qu'on veut comprendre, c'est finalement pourquoi ce parcours vous passionnerait et pourquoi vous voulez venir chez vous. Voilà, c'est vraiment votre motivation et la cohérence de votre candidature qui nous intéresse. Et puis ensuite, il y a des entretiens. Donc l'année dernière, on les avait fait en visio. On le fera peut-être qu'on fera en présentiel pour. On n'a pas encore de religion. La visio, ça avait pas mal marché. Hein. Donc on verra, on les fera peut-être en présentiel pour les Bordelais, et puis en visio pour les extérieurs. Bon, on n'a pas encore de religion, mais vous aurez bien le temps de voir tout ça le moment venu. Je vais peut-être te laisser, Philippe, soit compléter, soit prendre déjà des questions. Oui, alors juste pour compléter avant de prendre des questions, je pense que Florence et moi, on aime bien les gens passionnés. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, si vous êtes engagé vraiment, que ce soit dans une activité sportive, dans une activité humanitaire, associative, etc., ou la musique, ou je ne sais quoi, nous, on aime bien les gens passionnés, engagés, parce que on se dit, et les employeurs se disent, et là je vous parle en tant qu'ancien employeur pour le coup, mais qu'effectivement, on va retrouver cet engagement plus tard de votre part dans ce qui sera votre activité professionnelle. Et ça, c'est très important. Et donc, cette partie-là, il ne faut absolument pas l'occulter. Hein. Si jamais elle existe vraiment, il faut vraiment la mettre en valeur. Il faut la mettre en valeur. Alors, si je reviens sur les questions, première question, donc concernant, alors je ne sais pas dans quel ordre, mais on avait il faut remonter à Léa. Les candidats locaux, ainsi un étudiant bordelais résidant à Bordeaux, titulaire d'une licence de Paris, est-il considéré comme un candidat local? Ben non, je ne pense pas, parce que là, pour le coup, vous avez fait votre cursus à Paris 2 ou Paris 1 ou je ne sais quoi, vous allez être considéré, effectivement, vous passerez par la sélection au niveau national. Voilà, et vous indiquerez à cette occasion que vous connaissez bien Bordeaux, et ça peut effectivement être un facteur parmi d'autres hein, qui, pour nous, peuvent se dire tiens, c'est peut-être. Il y a une cohérence à ce qui viennent au DJCE de Bordeaux. Voilà. Oui, il y a une cohérence, ça c'est clair. Alors, on va faire une question sur 2 si tu veux, Philippe. Alors, je remonte un tout petit peu en haut. Bonjour, est-il nécessaire d'avoir suivi une licence 3 droit de l'entreprise? Non. Parce qu'en fait, quel que soit le parcours de L3, vous pouvez candidater. Alors, si vous avez fait une licence entreprise, il y a une cohérence là aussi, et on se dira, bon, bah, c'est bien, ça veut dire qu'il a déjà fait du droit commercial, du droit des sociétés et autres. Mais les étudiants qui viennent d'autres licences 3 peuvent être acceptés. Déjà, on va regarder un petit peu leurs options. Donc, s'ils viennent de droit privé et qu'on voit qu'ils ont fait du droit commercial, du droit des sociétés, voire du droit fiscal, bah, c'est très bien. Et j'allais dire, même si vous n'en avez pas fait, si on sent dans votre dossier un potentiel, si on sent que vous êtes un bon étudiant, ben on va se dire, certes, l'étudiant n'a pas fait cette matière, mais il est capable de rattraper. De la même façon que si vous êtes parti en Erasmus en L3, vous n'avez pas fait des matières de droit français.
Donc nous, un bon étudiant qui a du potentiel et qui répond à nos attentes et qui a de bons résultats, on va se dire, bah, il lui manque des matières, mais il va les compenser par lui-même. De toute façon, quelle que soit la L3 que vous avez suivie, il y a forcément des matières qui vous manqueront, il y a forcément des matières qu'il faudra travailler par vous-même. Hein. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une L3 droit de l'entreprise pour candidater à ce master. Alors, il y a ensuite une question de Colin, je ne sais pas si tu l'as, Philippe, sous les yeux. Une question de Colin sur le taux d'entretien? Non? Alors, c'est plus haut. Bah, si tu veux, je prends les premières questions, puis tu feras. Ouais, je sais pas. Oui, oui. Bah, vas-y. Bonjour madame, combien ont de moyenne les étudiants admis? C'est très variable. On a quand même dans l'ensemble des bons étudiants. La plupart ont quand même eu des mentions tous les ans. Des mentions à bien, parfois des mentions bien, parfois que des mentions à bien. Mais ça peut être aussi des étudiants qui n'ont pas une mention une année, mais qui ont une mention bien l'année prochaine. Donc, comme je vous ai dit, on a une lecture assez intelligente des dossiers. On peut parfois réserver des places pour des candidatures atypiques, des gens qui viennent, qui ont fait par exemple l'AES, qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent de la fac de gestion, diplôme d'expertise comptable, où là, la notion de moyenne a moins de sens que pour les étudiants bordelais qui ont fait toutes les études à la fac de droit. Donc voilà, je pense vous avoir donné un ordre d'idée. Si c'est au moins 12 tous les ans, bon, c'est déjà très très bien, hein, c'est pas mal. Ça peut être plus, il peut y avoir des cas particuliers, voilà, mais on ne peut pas vous répondre dans l'abstrait parce que c'est vraiment au cas par cas. Et donc, ça répond partiellement, en tout cas, à la question sur est-ce qu'on garde un œil attentif sur un très bon L3 ES qui travaille pendant l'année universitaire, obtient des très bonnes mentions. Je pense qu'effectivement, il faut nous envoyer le dossier. Donc, oui. après, on va regarder, effectivement, après, il y a peut-être des options en AES d'ailleurs, etc. Mais ça répond à la question, une autre question aussi, qui est de dire, moi, je travaille à temps plein toute l'année universitaire. Alors, effectivement, il faudra l'établir, hein, mais je travaille. Et donc, mes résultats sont moyens, etc. On regardera. Avec la question qui sera, par contre, est-ce que vous allez continuer à travailler à temps plein en M1, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que les résultats pourraient être moyens aussi. Et nous, là, pour le coup, on ne veut plus de résultats moyens. Donc, autant on est prêt à regarder avant, mais après, non. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de cas particuliers, en fait. Hein. Beaucoup de cas particuliers. On essaie de vous donner l'esprit, mais voilà. Alors, question suivante. Est-ce un avantage ou un inconvénient d'avoir effectué une année à l'étranger Erasmus? Alors, clairement, pour nous, c'est un avantage, en ce sens que, surtout si c'est dans un pays anglophone, ça vous a donné, a priori, un bon niveau d'anglais. Vous avez appris d'autres matières, donc vous avez une ouverture à l'international qui est absolument essentielle pour des parcours droit des affaires. Simplement, on va être attentif au fait qu'il vous manque certaines matières. Donc, on va vraiment regarder les résultats de L2 pour savoir si, parce que les résultats à l'étranger, c'est pas probant, les facs ne notent pas du tout de la même façon. Hein. Donc, si vous avez eu 18, je ne sais pas où en Angleterre, ça, c'est pas forcément probant pour nous. Mais en revanche, s'il y a eu des bons résultats en L2, on vous prendra sans problème à charge pour vous, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de compléter les matières que vous n'aurez pas suivies, qui sont juste essentielles. Hein, de droit des sociétés, de contrats spéciaux, de sûreté, de droit commercial général. Donc, ce sera à vous de faire l'effort de rattraper. Mais on prend chaque année des étudiants qui viennent d'Erasmus, de la même façon qu'on prend chaque année des étudiants qui viennent d'AES. Et quand ce sont de bons étudiants, ça ne pose strictement aucun problème. En fait, tout se joue sur le potentiel. Hein, donc, c'est vrai que d'un autre côté, et quelque part, mettez-nous à notre place, mettez-vous à notre place, c'est pas évident de pouvoir recruter. Il y a un très grand nombre de candidatures. D'ailleurs, il y a une question sur le nombre de candidats et le taux de. Je ne me rappelle plus combien de candidats. C'était pharaonique. Je crois qu'on avait mis plus de 1000 candidatures. Sélection nationale et locale. Simplement, dites-vous bien que alors non, on en avait moins, pardon, parce que comme nous, on prenait dans un premier temps que les étudiants bordelais, il y en avait moins, hein, donc je ne sais plus combien. Mais d'une façon générale, ce n'est pas très probant, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui candidatent. Alors ça, c'est plutôt vrai pour les autres parcours. Hein, beaucoup d'étudiants qui candidatent partout en France, mais qui n'ont absolument aucune intention de venir chez nous. Donc c'est un petit peu faussé. L'intérêt pour le DJCE, c'est qu'effectivement, comme dans un premier temps, on ne regarde que les candidats bordelais, il y en avait beaucoup moins. Après, je ne sais plus combien il y en avait.
Mais voilà, après, vous avez aussi plein de gens qui candidatent alors qu'ils n'ont pas eu la L3 ou qu'ils ont redoublé 4 fois. Donc, ils ne sont pas des candidatures vraiment utiles, hein. Donc, moi, je serais vous, faites pas trop attention à ces histoires de nombre de candidatures et de pourcentage. Ce n'est pas forcément très probant, hein. Alors, bah, Philippe, je vais te laisser répondre. En quoi consistent les entretiens? Ce sont des entretiens de personnalité? Point d'interrogation. Donc là, la réponse est clairement affirmative, parce qu'effectivement, on aura eu votre dossier. Alors, on va vous demander de reformuler votre motivation et la raison pour laquelle vous souhaitez intégrer le DGCE. Enfin, à la fin de la journée, c'est effectivement un entretien de personnalité, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Donc, oui, voilà. La réponse est oui. La réponse est oui. Oui, on n'est pas là. C'est pas un entretien pour vous interroger sur techniques contractuelles, hein, ou je ne sais pas quoi en fiscal. Donc, non, justement, l'idée, c'est d'essayer de cerner votre personnalité en un quart d'heure après avoir lu votre dossier et qu'on vous ait présélectionné. Oui, et ne soyez pas trop inquiets. Par exemple, les gens timides, si on voit quelqu'un de timide en face de nous, c'est pas pour ça qu'on ne le prendra pas. Mais on essaiera de se dire, est-ce que cette personne arrivera à progresser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous incite à penser que… Parce que voilà, vous n'êtes qu'en L3, hein, c'est pas fini pour vous, il y a encore tellement de choses qu'il faut… Et nous, on a tellement vu des étudiants se métamorphoser. Alors, entre le M1 et le M2, la L3, le M1, donc on essaie aussi de voir ce que vous pouvez devenir, hein. Donc voilà, on discute avec vous de façon fort aimable, on vous interroge sur votre parcours, sur vos hobbies, sur vos passions, sur ce que vous voulez faire après. Donc, c'est pas. Voilà, justement, c'est l'occasion de poser des questions s'il y a des choses qui nous ont interpellés dans le dossier, qu'on n'a pas compris, hein. Donc, voilà, il faut venir surtout détendu en étant vous-même, hein. Votre meilleure arme, c'est vous, hein. Il faut vous faire confiance, hein, je crois. Je ne sais pas si c'est d'accord, Philippe, hein, mais il faut vous faire Si, non, confiance. mais c'est clair. Et puis voilà, Le but, là, on n'est pas, on n'est pas en train de vous faire passer un examen, hein. On est en train d'essayer de vous imaginer dans 2 ans, lorsque vous sortirez, en disant, voilà, donc à partir de là, c'est vraiment une discussion effectivement totalement informelle où l'objectif principal, c'est que vous soyez vous-même, hein, et que nous, on est là pour essayer de faciliter justement que vous soyez à l'aise pour qu'on puisse justement mieux appréhender qui vous êtes en fait, hein, tout simplement. Donc, parfait. Alors, question suivante. Ce master peut-il avoir pour débouché de pouvoir travailler dans le domaine des entreprises en difficulté? Absolument. Puisque vous avez en Master 1 donc, le cours ATD procédure collective. En Master 2, vous aurez des enseignements de procédure collective qu'on a renforcés cette année parce qu'on s'est rendu compte que le domaine qu'on appelle du restructuring, hein, la reprise d'entreprises en difficulté, c'est un domaine qui est en très forte expansion. On a des cabinets qui demandent. On a chaque année des étudiants qui sont passionnés par les procédures collectives et qui ensuite donc, soit travaillent en tant qu'avocats, soit même on a des anciens étudiants et on en a un certain nombre qui sont devenus mandataires liquidateurs, hein. Donc c'est l'intérêt de ce DJCE, c'est que ça vous permet ensuite d'aller dans des domaines très spécialisés et le procédure collective en font partie. Sauf que vous aurez eu cette chance par rapport à d'autres profils d'être également bon en comptabilité, en gestion financière et en fiscalité, ce qui est juste indispensable quand on fait des procédures collectives parce qu'il faut être capable de lire un bilan, de comprendre les conséquences fiscales des opérations de restructuration. Donc la réponse est clairement oui. À propos des candidatures atypiques, le master est-il ouvert à des candidats en reconversion professionnelle? Oui. On en a pris cette année, tu te rappelles, Philippe, en Master 1, oui. et on le refera sans problème l'année prochaine. Oui, là aussi, si on sent dans le dossier qu'il y a quand même les prérequis nécessaires pour pouvoir s'intégrer, et puis à l'entretien que la personne nous paraît avoir toutes les… Parce que voilà, après, il peut y avoir des problèmes d'âge, etc. Mais en réalité, si la personne est prête à s'intégrer, à jouer le jeu, ça peut très très bien se passer. Et dans les années précédentes, on a déjà eu des étudiants plus âgés qui étaient en reconversion professionnelle, un ancien notaire, je me rappelle, c'est un ancien avocat, et ça s'est hyper bien passé. Donc, vous savez, on est assez ouvert, nous, hein, on n'aime pas du tout les rails et les choses. Donc, on est très ouvert au profil atypique, hein, ça ne nous pose pas de problème. Alors, en quoi consiste le concours Causian? Oh, alors c'est un prix, et puis Causian, il faut mettre un A. Philippe va vous expliquer ça, il va se faire un plaisir de vous expliquer. Donc, le prix Causian, en réalité, c'est un prix qui est décerné
aux 3 meilleurs étudiants fiscalistes de l'ensemble des JCE de France et Navarre. Donc, ça veut dire que par promotion, il y a 11 DGCE. Donc, il y aura un étudiant du DGCE de Bordeaux, un étudiant du DGCE de Montpellier, etc. Et ces étudiants vont subir une épreuve avec des membres du jury qui sont prestigieux et notamment des gens de l'administration, plus un conseiller d'État, etc. Et eh bien, effectivement, il y aura 3 lauréats. Et ces lauréats ont le droit à un stage au Conseil d'État, etc., plus des prix. C'est extrêmement reconnu, hein, reconnu par la profession. C'est fait en liaison avec l'Institut des avocats conseils fiscaux également. Et il y a une grand-messe chaque année, alors sauf Covid, mais où il y a une remise des prix, où vous avez 150 professionnels qui sont là et pour cette remise des prix. Donc, voilà. Et alors, Philippe est beaucoup trop modeste, mais moi, je suis beaucoup moins. Il faut quand même qu'on vous dise qu'en 2020, les 2 derniers prix ont été gagnés par des Bordelais, en 2020 et en 2021. Et dans les années précédentes, on avait eu on avait eu 2 premiers prix et puis plusieurs troisièmes prix. Voilà, donc on peut le dire, Bordeaux fait partie quand même dans les DJCE de ceux qui ont les meilleurs résultats pour l'instant au prix Causian. Alors, pas de pression, ça ne veut pas dire qu'on s'attend à le gagner tous les ans, mais pour vous dire, voilà, que c'est aussi ce qui participe de la réputation des étudiants bordelais. C'est parce que comme on gagne souvent quand même le prix Causian, ben ça se sait un petit peu. Alors, je remonte à la question de Maëlys. Question s'agissant de la sélection. Postuler au DGC et également Master droit des affaires de Bordeaux est-il rédhibitoire doublon des candidatures? Alors, il faut être plus précis dans votre question. Vous serez en fait amené à postuler. Alors, en Master 1, vous demandez le Master 1 droit des affaires et fiscalité. Et en Master 2, il y aura le droit des affaires et fiscalité, le M2, plus le DU des JCE. Et quand on s'inscrit en Master 2, on est obligé de s'inscrire au DU parce que ça fait un pack. Donc en Master 1, il faut postuler au Master 1, droit des affaires et fiscalité. À partir de quel classement parcours droit de l'entreprise considérez-vous qu'il est difficile d'être accepté? Alors, on ne peut pas vous répondre dans l'abstrait, mais après, on comprend bien que vous n'avez que 2 vœux à faire sur Bordeaux, sachant, et je réponds en même temps à la question suivante, que cette année, les vœux ne sont pas hiérarchisés, contrairement aux années précédentes. Donc, vous faites 2 vœux non hiérarchisés. Donc, du coup, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas ce que vous voulez en premier. Donc, il peut y avoir des doublons, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et en revanche, ce qu'on peut faire, et on l'a toujours fait, au cas par cas et dans des cas très particuliers, vous pouvez tout à fait nous adresser un message lorsque vous avez vos résultats de premier semestre de L3 en mettant vos résultats de L2 et on peut vous dire, sans nous engager à rien du tout, vous donner quand même une indication générale. A priori, sous réserve de l'examen des autres candidatures, votre dossier d'un niveau suffisant pour que vous puissiez postuler ou vous dire non, très franchement, ça ne sert à rien, on ne vous prendra pas, donc ce n'est pas la peine de gaspiller un vœu. Donc ça, on le fera plutôt au cas par cas, sur des cas particuliers, mais on ne peut pas vous répondre dans l'abstrait. Alors, bonjour. Pour quelqu'un qui n'a pas eu de mention en L1 et L2, mais qui a progressé en L3 avec une mention assez bien et qui a sa licence à l'étranger et qui vient refaire la L3 de Bordeaux, a-t-il des chances? Oui, c'est-à-dire qu'on va regarder, c'est-à-dire qu'il faut voir après ce qu'étaient vos résultats en L1 et L2, ce qui explique pourquoi vous n'avez pas eu de si bons résultats, pourquoi vos résultats ont progressé. C'est sûr que s'il n'y a pas des bons résultats en L1 et L2, plus une L3 en Erasmus simplement, on n'en aura pas assez pour vous prendre parce qu'on ne saura pas trop quel est votre potentiel. En revanche, si vous revenez en L3 et qu'il y a une bonne L3, plus une année Erasmus, il y a une progression dans le dossier, on ne peut rien vous promettre, mais on va regarder attentivement. Hein. En tout cas, ça peut être jouable, hein, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est clair. Voilà. Hein. Après, c'est sous réserve des autres dossiers, parce que comme on a un nombre de places limitées, alors sachant que de toute façon, il y a une liste d'attente et que l'expérience montre qu'il peut y avoir des désistements et que les candidats classés en liste d'attente, en haut de liste, peuvent avoir une chance. Alors, ça dépend des années, hein, mais ça peut être jouable aussi. Hein. J'aimerais savoir si vous aidez les étudiants dans la recherche d'un stage pour les 6 mois de l'année. Alors, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Alors, d'abord, ce n'est pas un stage, c'est de l'apprentissage.
Enfin, ça, c'est normal, vous ne connaissez pas encore cette terminologie. Non seulement on les aide, alors il y a deux choses. On demande aux étudiants de chercher par eux-mêmes, parce qu'ils peuvent avoir un réseau personnel qui font qu'ils connaissent telle ou telle personne dans tel ou tel cabinet, ils ont déjà été en stage, la personne veut les reprendre, très bien. Mais comme vous l'avez compris, on a nous tout un réseau d'entreprises et de cabinets à l'administration fiscale qui sont prêts à nous reprendre des étudiants. Donc évidemment, on met cette liste à disposition des étudiants, on leur fait passer les offres et eux, ils candidatent. Donc du coup, ne soyez pas inquiets, on vous aide par ce moyen. Soit vous trouvez par vous-même, soit vous profitez du réseau d'offres que l'on met à votre disposition. Mais enfin, l'expérience sur la première année a montré que tout le monde s'est casé à 98%, et encore ceux qui ne l'ont pas fait, c'était plus pour des choix très particuliers et personnels, et ils ont trouvé d'excellents stages dans d'excellents cabinets parisiens, ou bordelais au demeurant. Donc oui, ne soyez pas inquiets là-dessus, hein. Comme on vous l'a dit, on vous encadre, voilà, hein. Nous, notre but, c'est que nos étudiants soient les meilleurs possibles et décrochent les meilleurs jobs après, hein. Donc on fait tout ce qu'il faut aussi pour ça. Non, je pense qu'il ne faut vraiment pas être inquiet sur cet aspect des choses, hein. Vraiment pas être inquiet. À partir du moment où vous êtes pris en M1 et donc après en M2, effectivement, sur l'apprentissage, vous aurez un contrat d'apprentissage. Alors, vous avez deux vœux donc, qui sont non hiérarchisés. Comment faire pour montrer qu'on veut le DGCE en premier et qu'on postule aussi au Master Fiscalité des Affaires et du Patrimoine avec le magistère si on n'obtient pas le DGCE? Alors, je pense que vous pouvez le dire assez clairement dans la lettre de motivation et vous risquez rien parce que je m'occupe du Master Fiscalité des Affaires et du Patrimoine avec Suzy Bradburn. Donc, si votre vœu 1, c'est DGCE, et si votre dossier le permet, ben, on vous prendra en DGCE, hein, voilà, on vous prendra dans les deux. Enfin voilà, donc oui, oui, vous pouvez tout à fait nous le dire assez franchement. Vous vexerez personne puisque voilà, hein, on a la double casquette, sachant que Philippe est aussi très impliqué dans le master fiscalité des affaires et du patrimoine et que Suzy Bradburn est très impliquée dans le DGCE. Donc en fait, on est un peu une team de 3 personnes sur 2 parcours, hein. Donc voilà, si vous avez plutôt une préférence, nous on préfère savoir, parce que le but c'est quand même de vous mettre là où vous préférez être, hein. Ce qui paraît assez logique, hein. Notre but c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. La bonne personne à la bonne place, hein. C'est un peu l'idée. Pour ceux qui ont fait une L1 et L2 dans une autre fac, qui sont venus à Bordeaux faire leur L3. Non, alors si vous avez fait votre L3 à Bordeaux, c'est la sélection locale, hein. Il suffit que vous ayez fait la L3 à Bordeaux pour être dans la sélection locale. Donc, vous serez dans le contingent sélection locale. Alors, une baisse très légère de la moyenne générale de la L1, de la L2 et de la L2 à la L3 est-elle significative? Alors, nous, on préfère les dossiers en progression qu'en baisse, mais après, tout dépend des raisons. Tout dépend, si vous partez très bien et que vous arrivez à bien à la fin, c'est pas très grave. Donc là aussi, vous voyez, votre question est trop générale. On préfère les dossiers en progression, mais si les baisses de résultats s'expliquent par des raisons objectives et qu'on sent quand même le potentiel, c'est pas forcément rédhibitoire, hein. Donc là aussi, c'est un peu des cas particulier pour lesquels vous pouvez revenir vers nous quand vous avez vos résultats de L3. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais... Si, mais là, je pense qu'effectivement, on ne peut pas prendre position de manière générale sans avoir vu les dossiers, quoi. Je veux dire, là, c'est vrai qu'on préfère quand ça monte que quand ça baisse, c'est clair, c'est évident, mais après, il faut vraiment regarder pourquoi et comment, et sur quoi, et sur quelle matière, enfin, etc. Donc, non, je pense qu'on aurait du mal à répondre, hein. Très bien. Alors, nous voyons qu'il n'y a plus de questions, que l'heure... Ah bah si, comment se passe la sélection au niveau national? Y a-t-il une sorte de quota réservé? Non. C'est-à-dire qu'on prend tous les bons bordelais, tous les dossiers qu'on estime bons à Bordeaux et on complète avec la sélection nationale, hein. Donc là, c'est très clair, hein, Philippe. Donc si on a 15 bons dossiers, ben, on n'en prendra que 5. Si on n'a que 10 bons dossiers, donc on complète, hein. Donc c'est vraiment... ça avantage évidemment les étudiants bordelais. Comment se passe la sélection au niveau national? Ça vous sera expliqué dans l'application, hein. On vous dira... donc vous, en tant que Bordelais, vous pouvez aussi demander des DGCE dans d'autres centres en passant par la sélection nationale. Si vous n'êtes pas pris à Bordeaux, vous pouvez candidater dans d'autres... voilà. Sur les questions de sélection, ça vous sera expliqué sur le site de la FNDE et sur le site quand vous candidatez en Master 1. Hein, donc, j'ai pas trop... Puis en plus, c'est en train de se caler en ce moment, donc on va peut-être pas trop développer. Si on veut postuler pour le DGCE, pour fiscalité des affaires, non, nous devons dire non. Non, vous n'êtes pas obligé de dire lequel vous préférez. Vous pouvez postuler par... Si vous avez vraiment une préférence, dites-le. Si c'est égal, ne dites rien. Ne vous inquiétez pas. Faites simple. Hein, rien ne vous sera défavorable.
Quand sont les résultats des admissions? Les admissions définitives, vous aurez les résultats le 20 juin. Combien sont admis en liste d'attente? Ça dépend. L'expérience des années précédentes a montré que pour certains diplômes où il n'y avait pas de sélection locale nationale, il fallait des listes d'attente très longues parce qu'il y a plein de gens qui candidatent et qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Dans le DJCE, il y a moins de volatilité parce que souvent les étudiants qui ont demandé Bordeaux en sélection locale, ils viennent à Bordeaux. Donc la liste d'attente, ça dépend des dossiers qu'on a. Donc là, on peut pas du tout, on peut pas vous répondre là encore de façon abstraite. Philippe, tu veux ajouter quelque chose avant je te laisse le mot de la fin peut-être? Oui, donc enfin, pour moi en tout cas, les deux éléments importants, c'est que il faut être quand même très motivé en fait, hein, très motivé et avoir la volonté de travailler ensemble. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Parce que si il n'y a pas de travail en équipe, vous ne serez pas intégré, ça se sentira et vous ne serez pas à l'aise, etc. Le DJCE, c'est avant tout un esprit de corps, promotion par promotion. Et c'est ça qui fait qu'ensemble, vous réussissez à bien réussir et avoir des beaux jobs ensuite. Donc voilà, moi, le point sur lequel je voudrais insister. Eh bien, je pense, comme il n'y a plus de questions et que nous en avons dit beaucoup, il nous souhaite à vous souhaiter une bonne continuation et puis on espère avoir le plaisir de vous retrouver donc, pour l'aventure DJCE. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.